Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerf-Volant. Un nouvel épisode de rentrée. Bonne rentrée à ceux qui font leur rentrée. Sinon, pour les gens comme moi qui ont continué à travailler pendant l'été, force à nous. Hein. C'est fini tout ça, cette époque. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Et dans ce nouvel épisode de rentrée, on va parler d'une thématique qui est importante et qui cause beaucoup de problèmes de confiance, beaucoup de doutes pour beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes. C'est la question de l'intelligence. La grande question qu'on va se poser ici, c'est comment retrouver confiance en son intelligence. Donc, on va pas faire de technique pour devenir plus intelligent, c'est pas la question ici dans le podcast. Je pars du principe que on l'est tous. La prémisse de base de ce podcast, c'est que tu es intelligente, tu es intelligent, moi aussi, on l'est tous, nous sommes intelligents, c'est génial. Maintenant, la question, c'est comment faire pour reprendre confiance en cette notion d'intelligence dans un monde où on a l'impression que cette intelligence, elle est quantifiée, qu'elle est notée et que les résultats de nos examens, des études que l'on fait, des tests que l'on passe ou même des discussions que l'on peut avoir nous montrent que finalement, peut-être qu'on est un peu idiot et on va régler ce problème de confiance. La première question, c'est une question évidente, c'est qu'est-ce que l'intelligence ? Est-ce que l'intelligence, c'est la capacité à engranger, à accumuler, à stocker un volume extraordinaire d'informations. C'est ce que beaucoup de personnes pensent, c'est avoir énormément de connaissances, avoir énormément de ressources. Donc on a tendance à mélanger l'intelligence avec la notion de culture générale ou même avec la capacité de mémoriser des informations. L'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, c'est surtout une question d'adaptation. L'intelligence, c'est utiliser ses connaissances, ses ressources pour s'adapter à des situations nouvelles qui requièrent ces ressources et ces connaissances-là. Donc l'intelligence, c'est une question d'adaptation à des situations nouvelles qui nous demandent de nous adapter. Et en même temps, pour pouvoir nous adapter à des situations nouvelles, à des situations inconnues, il faut qu'on développe des ressources et des compétences. Donc c'est une sorte de cercle vertueux où pour s'adapter à de nouvelles situations, il faut développer des compétences et des ressources. Et le fait d'accumuler des compétences, des connaissances et des ressources nous permet de nous adapter beaucoup plus facilement à des situations inconnues, à des situations nouvelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait constamment dans notre vie, qu'on soit en dehors de l'école ou pas. Quand on est plus jeune, quand on est enfant, on fait cette expérience constamment. Quand on a un nouvel objet devant nous, on s'adapte, on essaie de comprendre son utilité et pour ça, on fait plein de tests. Quand on est à l'école, on est face à des leçons nouvelles, on est face à des connaissances nouvelles et on doit s'adapter et essayer de faire en sorte de les maîtriser. Dans la vie professionnelle, c'est la même chose. On se rend compte que la théorie qu'on a apprise pendant nos études, c'est pas si complexe ça et on doit s'adapter à l'environnement professionnel, à la culture d'entreprise dans laquelle on se trouve, aux relations humaines, aux différentes personnes autour de nous et on doit constamment s'adapter. Donc, l'intelligence, et c'est surtout une question d'adaptation. Et être intelligent, ça regroupe 3 choses importantes. Du coup, c'est se poser les bonnes questions, apprendre de ses erreurs, et surtout, penser sa façon d'apprendre. Ce qu'on appelle la métacognition. C'est de se dire, ok, j'ai un savoir devant moi que je dois maîtriser, comment je vais faire pour pouvoir le maîtriser ou pour pouvoir me l'approprier. On se rend compte donc que l'intelligence, c'est pas le fait de tout savoir, c'est quoi faire quand on ne sait pas. C'est pas la même chose. Et c'est super important de clarifier ce point parce qu'on se rend compte que la vision que l'on a de l'intelligence de soi-même et l'état d'esprit avec lequel on va avancer par rapport à la difficulté, ça va déterminer grandement notre capacité d'évolution. Tu as peut-être d'ailleurs entendu parler de ce concept qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck. Et ce concept, c'est le concept de fixed mindset et growth mindset. Donc fixed mindset, c'est état d'esprit fixe et growth mindset, c'est état d'esprit de croissance. Et elle explique que dans les facteurs de la réussite scolaire, de la réussite dans les études, il y a aussi cette notion d'état d'esprit. Pour faire simple, elle explique que dans l'état d'esprit statique, le fixed mindset, la personne, elle va considérer que l'intelligence, ses capacités, ses connaissances et ses ressources, c'est quelque chose de fixe, d'immuable et donc d'inchangeable. Et forcément, la personne, elle va constamment éviter la difficulté, elle va avoir tendance à abandonner plus vite et l'échec, les mauvaises notes vont faire douter la personne plus qu'autre chose. Dans cet état d'esprit-là, on veut paraître intelligent. C'est pas la même chose. Alors que dans le growth mindset, l'état d'esprit dynamique, on considère que l'intelligence, les ressources, les connaissances, c'est quelque chose qui peut évoluer avec le temps, qui peuvent être développés. Donc, dans cet état d'esprit, on est dans une dynamique de volonté et d'apprentissage. On considère que ce sont des moyens de s'améliorer, que
la personne, elle est prête à accepter de relever ces défis-là et de persévérer. Elle considère les notes, les échecs, davantage comme des défis, des épreuves, des cailloux sur la route ou des informations, des feedbacks à prendre en compte pour s'améliorer. Et on se rend compte ici que cette notion, elle est importante parce que dans ces deux états d'esprit, l'intelligence n'a pas du tout la même définition et du coup, comme elle n'a pas la même définition, elle nous amène vers deux chemins d'évolution qui sont complètement différents. Un où on a l'impression qu'on est dans un moule, dans un cadre et qu'il n'y a rien qui peut être changé, donc ça va déterminer notre attitude face à la difficulté, face à la nouveauté, face aux échecs et aux mauvaises notes. Et l'autre chemin où on va considérer que l'intelligence, les ressources, que les connaissances, c'est quelque chose qui peuvent être améliorées et on est dans une dynamique, la personne va être dans une dynamique d'apprentissage et elle va considérer les difficultés et les défis à relever comme des moyens de pouvoir apprendre plus et de pouvoir développer plus de compétences. Donc on est dans des postures qui sont complètement différentes et qui vont donner deux définitions de l'intelligence. Donc la question qui va être importante à se poser ici, c'est, en toute sincérité, c'est à toi de répondre toi-même à cette question, c'est tu considères que tu es dans quel état d'esprit? Que ce soit à l'école ou autre. Est-ce que tu considères que tu as toujours évité la difficulté, tu as toujours évité les défis, tu as toujours eu peur en fait de ne pas paraître intelligent ou que tu as la sensation que c'était quelque chose que tu considérais comme fixe et que quoi que tu fasses en fait ça ne changerait rien à tes capacités et à ton intelligence? Est-ce que l'échec et les mauvaises notes t'ont toujours fait douter concernant tes capacités intellectuelles? Ou au contraire, est-ce que tu as toujours été dans une dynamique d'évolution et que même si tu avais des mauvaises notes, même si des fois ça marchait pas très bien, des fois tu as échoué, bah, tu considérais ça, même si tu étais déçu, même si tu étais triste, tu réussissais à rebondir et tu étais dans une dynamique d'apprentissage. Cette question, elle me permet de faire la transition avec la deuxième partie du podcast parce que ici, l'objectif dans le cadre scolaire, on va parler de l'intelligence dans le cadre scolaire, c'est de discerner et de différencier les notes de l'intelligence. À l'école, on est testé. On est noté sur nos compétences, on vérifie, les profs vérifient que les leçons qu'ils cherchent à enseigner, qu'ils cherchent à transmettre, elles ont été apprises et que les connaissances qui ont été enseignées sont bien maîtrisées par les élèves. C'est pour ça qu'on a des évaluations, c'est pour ça qu'on a des examens. Maintenant, ces examens, ils portent sur des notions spécifiques, ils portent sur des domaines spécifiques et surtout, ils ont un cadre spécifique. Les notes, elles ne peuvent pas refléter l'intégralité de l'intelligence d'une personne, étant donné que ce sont des tests qui portent sur des domaines précis, dans un cadre précis. Dans ce cadre-là, on comprend donc que les notes, c'est davantage une information qu'une conclusion. N'oublie pas cette phrase. Les notes, c'est une information, c'est pas une conclusion quant à ta personne. Quand tu as une bonne note, c'est super, ça veut dire que globalement, tu as réussi à passer le test. Quand tu as une mauvaise note, il y a deux possibilités. C'est soit le savoir que tu étais censé maîtriser, bon, il n'est pas si bien maîtrisé que ça, soit le cadre dans lequel on t'a mis, c'est-à-dire le cadre de l'examen, t'as pas été assez préparé pour ça et donc t'as pas eu la possibilité de démontrer que tu maîtrisais bien tes connaissances. La note et les observations du prof sont donc des informations à prendre en considération. S'il y a des choses qui ont été mal faites, ce sont des informations, des feedbacks pour savoir ce que tu dois améliorer. Si, par exemple, on te dit que les réponses, elles ont été insuffisamment complètes, que tu n'as pas assez développé, tu sais sur quoi tu dois travailler. Si on te dit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention, tu sais sur quoi tu dois travailler. Pour développer cet état d'esprit dynamique de croissance dont on parlait, c'est important de prendre en compte l'idée que les notes, ce sont des informations et que ça ne couvre pas notre intelligence. L'intelligence, elle couvre un spectre beaucoup trop large pour que les notes, elles puissent la couvrir entièrement. Et ça, c'est important aussi, c'est la deuxième phrase que tu dois garder de ce podcast. Maintenant, comment faire pour se réconcilier avec cette intelligence-là ? Il y a deux choses importantes. Ce sont les deux prochaines parties de ce podcast. La première, c'est de faire l'expérience constante de l'intelligence. Et c'est quelque chose de paradoxal parce que pour faire l'expérience constante de l'intelligence, ça implique de faire l'expérience constante de l'effort et de la difficulté. Pourquoi ? Parce que si on veut démontrer nos capacités intellectuelles, on doit se mettre dans des situations nouvelles, dans des situations où on doit s'adapter. On doit chercher en nous les ressources et les connaissances pour résoudre le problème qui se pose devant nous, pour s'adapter à la situation nouvelle qui est face à nous. Ça implique forcément un niveau d'effort, un niveau de difficulté ou du moins un défi à relever. C'est ce qu'on appelle le principe des difficultés souhaitables. C'est rendre l'apprentissage un peu plus dur, un tout petit peu plus dur, mettre un peu de difficulté pour booster notre apprentissage. C'est le cas par exemple dans les jeux vidéo. Si les jeux vidéo ils sont trop faciles,
c'est nul, c'est pas intéressant. On met forcément un niveau de difficulté qui est un petit peu supérieur au niveau du joueur pour qu'il ait envie d'apprendre plus, qu'il ait envie de développer plus de compétences à travers son personnage, plus de pouvoir, pour relever le défi qui est face à lui. C'est le concept des boss intermédiaires avant le big boss dans les jeux vidéo. C'est la même chose dans les études et dans les cours. S'il n'y a pas de raison de s'adapter, il n'y a pas d'adaptation. C'est pour ça que les cours, ils sont forcément difficiles. Et la difficulté, c'est forcément quelque chose de normal. Tu vas entrer dans une nouvelle année où tu vas apprendre de nouvelles choses. Si tu connaissais déjà tout ce qui va être enseigné, il faudrait que tu sois dans l'année supérieure. C'est que ta présence dans cette année-là, elle n'est pas normale. C'est la raison pour laquelle il faut accueillir la difficulté comme quelque chose de normal dans le parcours scolaire. C'est la troisième chose que tu dois retenir de ce podcast. Pour revenir à cette notion de growth mindset et de fixed mindset, dans un état d'esprit fixe, le fixed mindset, on est dans une dynamique face à la difficulté de « j'y arrive pas », alors que dans l'état d'esprit de croissance, l'état d'esprit dynamique, le growth mindset, on est dans un état d'esprit de « j'y arrive pas encore ». Tu vois la différence. Donc, pour retrouver confiance en son intelligence, pour renouer avec son intelligence, il faut accepter que la difficulté, elle fait partie du chemin et qu'on va faire en sorte, quelle que soit la durée du travail et les efforts qu'il y a à fournir, qu'on va arriver au bout de cette difficulté ou au bout de cette connaissance à maîtriser. Et la deuxième chose, pour retrouver confiance en son intelligence, c'est, ça va te paraître bizarre, mais c'est d'arrêter de vouloir à tout prix classifier son intelligence et donc de mettre en place des outils ou des stratégies de travail en fonction de comment on classifie son intelligence. Je m'explique. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah ben j'apprends mes cours de telle manière parce que je suis auditive ou parce que je suis visuelle ou parce que je suis kinesthésique. » Par exemple, je recopie mes cours en entier parce que je suis kinesthésique et parce que du coup j'apprends mieux comme ça. En soi, on a tous des formes de mémoire ou des façons de travailler sur lesquelles on est plus à l'aise, et c'est tout à fait normal, mais le fait de à tout prix se cantonner à cette façon d'apprendre, on se ferme des portes et on laisse de côté la chance de pouvoir développer d'autres méthodes de travail et de diversifier sa façon de travailler. Donc, pour une personne qui dit qu'elle est kinesthésique, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas utiliser les autres formes de mémoire qu'elle a déjà pour apprendre et pour mettre davantage d'efficacité dans son apprentissage. On en revient à la notion de métacognition. Quand on est face à des choses que l'on doit maîtriser, on doit penser et réfléchir, se poser les bonnes questions sur « Ok, j'ai ces connaissances à devoir maîtriser dans le cadre de tel examen, comment je peux faire, quelle stratégie de travail je dois adopter pour réussir cet examen, pour réussir à maîtriser ces connaissances ». Et on ne peut pas se cantonner d'une seule façon de faire, alors que les examens peuvent être différents, les connaissances sont différentes et qu'on a besoin de développer différentes stratégies de travail, on a besoin de varier les stratégies de travail pour arriver à nos objectifs. Pour en revenir à cet exemple de visuel, kinesthésique et compagnie, si tu recopies tout le temps tes cours et que tu ne fais que ça pour toutes les matières, pour tous les examens alors que les examens sont différents, tu ne peux pas t'attendre à avoir de superbes résultats sous prétexte que c'est cette mémoire-là qui te permet d'apprendre de plus vite, par exemple. Recopier des exercices de maths, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bon en maths. Les mathématiques, c'est une question de réflexion. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire des exercices, ça c'est sûr et certain. Mais on a besoin de comprendre la réflexion qu'il y a derrière. Quelle que soit la mémoire que tu utilises, même la visuelle ou l'auditive, si cette façon de travailler, elle ne traite ton cours et tes informations qu'en surface, qu'en termes d'objectifs de mémorisation, tu passes à côté de ton cours et de ce qu'il y a réellement à développer en profondeur pour pouvoir le maîtriser et réussir tes examens. Enfin, et on va terminer cette dernière partie avec une question qui peut susciter du débat, on va dire, c'est le fait de vouloir quantifier son intelligence à travers les tests. Donc, tu sais qu'il existe les fameux tests QI, intelligence multiple, même tout ce qui concerne les neuroatypies, etc. Bon, je conçois et je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui ont besoin de comprendre leur fonctionnement pour comprendre pour comment ils réfléchissent, etc. Mais attention à ce que ces tests-là ne soient pas des cases en plus dans lesquelles vous vous mettez et qui donc vous renferment encore plus, ce qui est paradoxal. Donc on cherche à se comprendre, mais ça renferme encore plus dans une vision de soi-même ou une vision de l'intelligence qui ne nous permet pas d'explorer notre intelligence ou les façons d'apprendre de façon plus large. Surtout, de ne pas utiliser ces tests-là ou ces conclusions-là pour se trouver des excuses. Et pour ça, j'ai 2 exemples à te donner. 2 exemples issus de mon expérience. Un jour, j'ai une maman qui m'envoie un message et qui souhaiterait des conseils par rapport à son fils. Elle me dit qu'il est en échec scolaire parce qu'il est HPI, donc haut potentiel intellectuel. Donc elle a écrit «
il est en échec scolaire parce qu'il est HPI. Il n'y a aucun lien entre les deux. C'est pas un lien de causalité, ça marche pas comme ça. Bien évidemment, il y a des gens qui sont au potentiel intellectuel et qui sont en échec scolaire. Mais tous les élèves qui sont HPI ne sont pas en échec scolaire. Donc tu vois, on enferme déjà un élève dans une case, on lui cherche des excuses, alors que peut-être c'est ça, mais peut-être c'est pas ça. Et le deuxième exemple que je voulais te donner, c'est un jour j'ai eu une élève en accompagnement pour quelques séances, et elle m'avait dit qu'elle était TDAH. Au fur et à mesure de la discussion, je lui ai dit une chose qui a tout changé pour elle par la suite. Je lui ai dit, arrête d'utiliser le TDAH comme une excuse pour ne pas travailler. Elle m'a rien dit, elle l'a laissé passer, et je sais que quelques semaines plus tard, elle m'a dit merci Samira, parce que en fait, je me suis rendu compte que je m'asseyais sur ce trouble-là comme excuse, et je me cherchais tout le temps des excuses à travers ce trouble-là pour ne rien faire. C'est pour ça que je dis là que des fois, ces diagnostics, des fois, c'est cette recherche incessante de vouloir définir et quantifier son intelligence, elle peut enfermer davantage. Et c'est ce à quoi il faut faire attention. C'est bien de vouloir se comprendre, c'est bien de vouloir comprendre son fonctionnement. Ça, il n'y a aucun problème. Mais attention à ce que ça ne vous donne pas une nouvelle identité et qui vous enferme encore plus. Comme on disait au début du podcast, l'intelligence, c'est une question d'adaptation. C'est une question d'aller chercher les ressources et les connaissances pour s'adapter. Et pour s'adapter à de nouvelles situations, il faut aller chercher aussi des connaissances et des ressources. Et pour ça, on peut mettre en place une infinité de stratégies, une infinité de façons d'apprendre. On doit capitaliser sur ses forces, capitaliser sur ce qu'on sait bien faire pour atteindre ces objectifs-là. Donc, dans la notion d'intelligence, il y a aussi beaucoup la notion de connaissance de soi. Et c'est bien parce que pour retrouver confiance en son intelligence, on doit vraiment faire une introspection et se dire, ok, comment je fonctionne dans la vie de manière générale, comment j'arrive en fait à relever des défis, à m'adapter, à surmonter certaines difficultés, et donc comment je peux faire dans le cadre de l'apprentissage scolaire pour y arriver aussi. En conclusion, si je peux te donner une phrase encore, on va faire que des punchlines, l'intelligence, c'est pas le fait de savoir ou pas, ton intelligence, elle se révèle dans ce que tu fais quand c'est dur. Et ça, c'est le plus important. L'intelligence se révèle dans ce que tu fais quand c'est dur. Voilà, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il t'a donné matière à penser, matière à réfléchir sur cette notion d'intelligence. Si tu as envie de me partager certaines réflexions sur le sujet, me donner ton retour sur l'épisode, n'hésite pas en commentaire sur YouTube ou sur cerfvolant@studies.fr, je serai ravie de te lire. Et on termine le podcast avec les suggestions culture du jour. Alors, ça va être des suggestions spéciales rentrée en cette semaine de rentrée. Et pour la vidéo YouTube, je vais me faire de l'autopromotion. Et je vais te proposer de regarder ma vidéo sur la rentrée, que je trouve super, voilà. Je suis en instant autopromotion. N'hésite pas à regarder cette vidéo qui va te donner quelques conseils pour aborder cette rentrée de manière beaucoup plus efficace en termes de méthodologie de travail. Et pour la lecture, je te propose un petit livre qui fait 100 pages, qui est génial et qui s'appelle « Apprendre à apprendre ». C'est un petit livre de 100 pages et qui donne plein de conseils pratiques pour apprendre mieux et pour étudier mieux. Il est super, il y a quelques éléments que je trouve un peu obsolètes à mon goût, mais globalement, c'est un livre dans lequel il y a de vraies pépites et je te conseille vraiment de te le procurer et de le lire. De toute façon, je mettrai en lien également pour que tu puisses te le procurer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. À très bientôt, peace!